Bonsoir à tous, en tant que directeur régional de la Rhône-Alpes, je suis ravi d'être avec vous ce soir pour inaugurer cette superbe exposition Art et Métal. Je voulais remercier tout un chacun de sa présence, bien sûr les artistes, mais j'aurai l'occasion de leur demander de se présenter brièvement dans quelques instants. Je voulais saluer la présence de Madame Véronique Pujac, qui représente la mairie de Valence, bonsoir Madame, ainsi que Madame Collomb, qui représente le Conseil général de la Vienne. Donc, bienvenue, on doit excuser deux conseillers régionaux qui nous avaient annoncé leur présence, Jean-Michel Cresson et puis Norbert Kieffer, comme quoi les conseillers régionaux sont moins fiables que les élus très locaux, donc on n'en tirera pas d'autres enseignements. Pourquoi cette exposition Art et Métal? Tout d'abord, puisque entre l'art et la face, c'est une vieille histoire plutôt intense, puisque dans cette région Rhône-Alpes, il y a eu il y a quelques années un concours qui s'appelait AFPART et qui réunissait des productions à la fois de formateurs et de stagiaires, et c'était une exposition itinérante de centres en centre. Le centre de Saint-Étienne était en particulier très impliqué dans cette manifestation. Concernant Valence, Art et Métal, ça allait de soi, puisqu'on en parlait avec Serge Brocal il y a quelques instants. Première rencontre, premier coup de foudre, je dirais, entre des équipes de pédagogues et puis un artiste, autour d'un poisson magistral assez massif, donc qui orne encore le long de la voie, donc, le centre de Valence. Et puis ensuite, Raphaël Léon avec un projet de réponse, puis un site qui nous réserve une surprise sur son atelier avec une production artistique manifestement assez décoiffante, c'est ce qu'il m'a dit. Donc, pas étonnant qu'au niveau du centre de Valence, l'art et le métal fassent bon mariage. Et puis sûrement un précurseur qui a ouvert la voie, en tout cas, à beaucoup d'entre vous, donc ça, Pourquoi les monumentales? Pourquoi des choses aussi grosses? Pourquoi le monumental? Moi, à vrai dire, ma réponse n'était pas si fausse que ça. Je n'y ai jamais pensé, je vois les choses exactement comme ça. Dans le sens où, entre guillemets, quand je vais faire mon marché, bon, bien sûr, je démarre par un dessin, et tout de suite, je vois l'ampleur sur le papier, quelle ligne de force je vais chercher. Et en petit, pour moi, on peut moins s'exprimer. Donc, dès l'instant où, entre guillemets, quand je dis on attaque les grands formats, là, on va commencer à s'exprimer à la fois avec la matière, prendre un peu d'espace, d'air sur le squelette qu'on va commencer à construire et rentrer même plus dans le détail. Donc, si je réfléchis bien, ça peut être un des axes du monumental. Mieux s'exprimer, peut-être renvoyer encore plus de force. Et je ne dis pas non plus que tout ce qui est petit n'est pas beau ou laid. C'est parce que, mais en tout cas, mes axes de recherche sur côté acier, ligne de force, je le vois effectivement dans le monumental. Pas toujours des animaux, mais beaucoup d'animaux. Donc, Alors le bestiaire, oui, non, mais j'ai fait du corps humain, j'y reviendrai. Effectivement, il peut y avoir des vagues ou plus portées sur le corps humain. C'est encore une autre technique, entre guillemets, sur un poisson, on a droit à l'erreur. Sur de l'humain, c'est quand même autre chose. Enfin, moi, je suis figuratif, donc on se fie à quand même l'anatomie. Il y a des gestuels où il ne faut pas se rater. Donc effectivement c'est un peu plus délicat. Après c'est toujours, j'allais dire, la même rengaine, mais la même aventure et Dieu sait si elle est belle. C'est recherche de la ligne, la force, la posture qu'on va choisir et l'effet rendu. Si on veut quelque chose en muscle ou voilà, en puissance, il ne faut pas se tromper. Voilà, il faut bien étudier son dossier. Au départ, ça ressemble à rien. Pendant 15 jours, votre sculpture, elle ressemble quasiment sur du monumental. Hein. Vous avez des lignes en 3 dimensions. Imaginez les 3 axes. 3 axes, comment on peut dire ça? 3 axes en 3 dimensions. Voilà, au départ, vous allez tracer des lignes et le squelette va se construire autour de ces 3 lignes qui vont vous donner un volume. Et dans ce volume, vous allez commencer à inscrire peut-être les premières lignes de force pour une patte, ou pour un démarrage de muscles.
Voilà, ça prend naissance. Et après, par exemple, du torse va se dégager une patte, vous refaites partir quelques lignes génératrices, directrices, pour refaire un volume sur la patte. Et le tout, voilà, il faut harmoniser, il faut construire, c'est vraiment une sculpture. C'est pas de la terre, mais c'est les mêmes démarches. Exactement, absolument. On ne peut pas tomber directement sur une 3D instinctivement. Il faut une construction. Oui, bien sûr, vue de dessus, vue de face, vue de dessous, toutes les vues qu'on peut imaginer. Bien souvent, je pars d'un document technique et après on ferme le bouquin pour retomber quand même sur ce qu'on veut dire. Et voilà, alors donc, bon, derrière nous, on a un taureau qui est un peu en disproportion. Donc c'est voulu, aller chercher plus de force qu'il n'en donne pour que, entre guillemets, il vous fonce dessus, quoi. Puisque la 3D, enfin la sculpture, c'est quand même un mouvement à l'arrêt. Donc comment retranscrire ce mouvement? Il faut lui redonner de la force là où c'est plat. Et voilà, donc j'ai osé les disproportions aussi. Donc voilà, c'est encore une des petites découvertes qu'on peut faire tous les jours, en œuvrant tous les jours, bien sûr. Parce qu'on ne le fait pas que les week-ends, hein. On est bien d'accord, on le fait 7 sur 7 et toute l'année. Ça, il faut... On ne lâche jamais un projet. De toute façon, c'est une vie d'artiste. Donc on l'a vu dans le film Marty. Voilà, donc Monsieur Marty Bravo. Comment vous êtes devenu artiste? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes artiste aujourd'hui? En fait, le fait de devenir artiste, c'est un peu à cause, grâce à l'AFPA, parce que j'ai fait, quand j'étais ici en 2000, j'ai fait un stage de métallerie-serrurerie avec le regretté Patrice Souris, qui était prof de métallerie, et il nous a fait visiter l'atelier de Serge Roca. En cours de formation, le prof nous avait emmené voir l'atelier de Serge. Et ce jour-là, déjà j'avais pris la décision de devenir artisan, donc de passer de salarié à artisan. Déjà, il faut faire le pas parce qu'on part dans l'inconnu. Et je trouvais que Serge était passé, lui, carrément de l'autre côté, c'est-à-dire à devenir artiste, quoi. Donc là, c'est vraiment sans filer du tout. Et devenir artiste, faire vraiment ce qu'on a envie de faire et faire des œuvres d'art. Donc ça c'était resté imprimé dans ma mémoire, en me disant que quand je serai grand, je serai comme Serge, c'est-à-dire je deviendrai artiste. Mais bon, voilà, il fallait bien vivre, il fallait et puis j'avais mon projet de devenir artisan. Donc pendant 10 ans, j'ai vécu de l'artisanat, donc j'ai fait des montées d'escalier, des pergolas, des portails, donc j'en ai bien vécu. Et puis au bout d'un moment, on a toujours cette petite voix qui nous dit vas-y, lance-toi, vas-y, fais ce que tu as réellement envie de faire, quoi. Et puis petit à petit, l'œuvre d'art est venue petit à petit. Et aujourd'hui, j'ai complètement arrêté l'artisanat et je suis à 100% artiste. Donc j'occupe, comme Serge, 100% de mon temps à l'artistique. Et comme il dit, c'est 7 jours sur 7 et 365 jours par an, parce que même s'il y a des jours où on n'est pas à l'atelier, il suffit qu'on voie quelque chose et on se dit « Ah ouais, ça c'est une bonne idée » ou « Ah ouais, je pourrais faire ça ». Et c'est en permanence. Et comme dit Serge, c'est une vie. Voilà, artiste, on est artiste 24 heures sur 24, 365 jours par an, quoi. Et ça, c'est bien c'est un style de vie qui remplit notre vie. Donc c'est vraiment une très belle expérience. Et pourquoi la forge? Parce que vous êtes celui qui mettait plus en valeur cela. Alors, où je forge pas mal, parce que j'ai été formé par l'AFPA à Toulon sur la ferronnerie d'art. La ferronnerie d'art, c'est ce qui va donner vie, c'est l'outil grâce auquel on va pouvoir donner vie au métal, même si on peut le donner vie sans la forge, mais c'est un outil formidable, la forge. On va pouvoir rendre malléable ce qui ne l'est pas, et grâce au coup du marteau, on va pouvoir créer de la vie alors que la pièce est inerte. Et ça, c'est excellent. Par contre, c'est un travail de titan. Et vendre aujourd'hui des pièces forgées, si on y met le temps, par exemple, Jay Desgarrigues qui est ici pourra vous le dire, parce qu'il est passé dans mon atelier et on a fait des pièces ensemble, où une petite pièce prend énormément d'énergie pour forger, juste avec une enclume et un marteau.
Alors que la métallerie peut offrir voilà, des pièces comme celles qui sont ici, plus volumineuses, avec moins de sueur, même s'il y a beaucoup de travail derrière. Voilà. Donc la forge est un outil au même titre que le poste à souder, et il faut utiliser tous ces outils à notre disposition pour arriver à réaliser ce qu'on a dans la tête. Donc voilà, j'ai un outil de plus que les autres, mais ça ne veut pas dire que je suis meilleur ou pire que les autres, voilà, c'est juste un outil de plus. Tous les deux, vous avez finalement eu une interaction peut-être l'un sur l'autre. J'ai cru comprendre que vous aviez quelque chose en commun. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Notre point commun, c'est le métal. Absolument, sculpture et métal. Voilà, le point commun, c'est le métal. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, c'est lors d'une visite de l'atelier de Serge où j'ai eu on peut dire un déclic, ou en tous les cas où j'ai été impressionné de voir que quelqu'un pouvait franchir le pas et devenir artiste. Et cette petite graine a germé au fil du temps, et même si j'ai fait 10 ans d'artisanat entre le moment où j'ai rencontré Serge et le moment où je suis devenu artiste, la petite graine a germé, et voilà, aujourd'hui... Aujourd'hui, il y a un confrère plus. Voilà. Un artiste de plus. Un concurrent, non, pas un concurrent, mais voilà. Un ami avant tout. Et... Non, mais je pense que, encore une fois, chacun a vraiment sa vision déjà de l'art, de la matière qu'il peut pétrir au sein de son atelier. Chacun a sa patte. En plus, Eric, tu es vachement plus complémentaire parce que tu as la forge. Donc tu as des atouts supplémentaires. Donc moi je suis resté dans un axe finalement, peut-être pas côté préhistoire, mais tu vois, brut. Et puis moi mon atout c'est jongler avec les formes, alors que toi peut-être que tu formes tes formes. Ouais, comme tu disais, je suis plus figuratif, ou quand tu sculptes... On est figuratifs tous les deux. Ah mais tout à fait. Mais autant, je pourrais aussi faire des comme dans Taureau, où il y a des disproportions. Ouais. Alors qu'on peut le faire aussi, Botero ou d'autres, on l'a fait sur le corps des femmes. Moi aujourd'hui, j'en suis pas encore là, même si j'arrive à faire je travaille sur le vide, par exemple, où je travaille sur... Mais j'essaye de toujours garder l'esthétique de la femme dans l'esthétique que moi, personnellement, j'ai en tête. Alors que d'autres vont travailler le corps de la femme différemment. Donc chacun a sa vision de l'esthétisme. Oui. Et sa façon de travailler. Donc voilà, ce qui nous rapproche, c'est le métal, et ce qui nous sépare, c'est la façon dont on voit les choses et la façon dont on travaille la matière. Ça nous enrichit. C'est notre différence. Ouais, voilà. Ouais, absolument, absolument. Finalement, Serge, le fait d'avoir créé une vocation chez un confrère et qui est devenu ami, qu'est-ce que ça vous fait ? Tant mieux, un artiste de plus, c'est un artiste qui va vivre, qui va aussi nous enrichir, parce que déjà, il va faire des expos. Donc au nom des artistes, c'est quand même bien que justement ce côté artistique existe, qu'il s'expatrie. Alors moi, mon souhait, c'est qu'il vende, qu'il explose, qu'il aille en galerie. Voilà, ça c'est porteur pour tous les artistes. Et bon, que ce soit Eric, c'est vrai qu'au départ, on avait pu peut-être... on s'était rencontrés 2-3 fois, et moi je t'avais rencontré en tant qu'artisan, puisque tu étais plus dans tout ce qui était acier forgé ou portail, et le voir prendre son envol, bien sûr, c'est magique. Ah, j'adore. Ah oui, c'est plus que ça, c'est un ami. Ah oui, je comprends. Est-ce que, en 2 mots, vous pourriez nous parler de l'œuvre qui est juste à côté, de la danseuse ? C'est une danseuse. Une danseuse. Bon, je voulais lui donner le mouvement, parce que l'une des premières œuvres que j'ai fait, qui s'appelait La Sirène, et Serge, la première fois qu'il l'a vue, m'a dit elle est bien, mais elle n'a pas de mouvement. J'ai osé te dire ça, moi. Et tu me l'as dit. Et j'ai dit il a raison. Et il a raison, c'est une nature morte que j'ai fait. Voilà, elle est morte. Elle n'a pas de ligne de force, elle a pas de mouvement, elle n'a aucune rotation. Et j'ai dit oui, il a tout à fait raison. Et à partir de ce mot-là, qu'il a dit qu'elle n'avait pas de mouvement, toutes les œuvres après
j'ai essayé de leur donner un mouvement. Je leur ai donné un mouvement, je leur ai donné une histoire, je leur ai donné... voilà, il faut qu'une œuvre, comme tu disais, il faut qu'une sculpture, c'est une œuvre statique en mouvement. C'est voilà, il faut que voilà, elle raconte quelque chose ou qu'elle ait cette impression de mouvement. Et j'essaye de travailler justement sur le vide et sur le mouvement. C'est pour ça que j'ai fait celle-ci par exemple, où voilà, où il y a vraiment, on voit vraiment un mouvement. Et voilà, chaque œuvre apporte quelque chose à l'artiste qui va l'emmener vers une autre œuvre qui sera plus aboutie. Et voilà, et c'est un chemin. L'artistique est un chemin. Et je parlais de chemin parce qu'effectivement, un jour, vos chemins se sont croisés et finalement, le cheminement, c'est aussi ça, c'est l'expérience et c'est les rencontres et puis c'est amener vers une autre œuvre, et vers un autre regard et puis à chaque fois aller plus loin. Oui, je pense que le chemin artistique, c'est aussi une quête, c'est la quête de soi-même, hein. Savoir s'étonner tous les jours, si c'est possible. Il y a des phases de création. Moi, je sais que les meilleurs mois, c'est maintenant. C'est septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Voilà. Pour moi, ce sont les mois les plus créatifs. Bon, les éléments changent. Il y a de la pluie, il y a du vent. On se les caille. Et c'est source d'inspiration. Aussi, parce que quelquefois, voilà. Et généralement, je réalise moins de choses l'été, ou réfléchis différemment. Mais c'est vrai que c'est une quête, et une sculpture en amène une autre. Et bien souvent, quand on est en train de faire réaliser une sculpture, on a déjà une autre idée qui germe, et c'est ce qui fait que l'envie est toujours là. Voilà. Parlez-nous, Serge, de vos prochains projets. Alors, c'est sûr qu'il pourrait y en avoir plusieurs. Donc, j'ai commencé à acheter des pièces aussi de base monumentale pour faire, pourquoi pas, un pied géant. Donc, sans vous étonner, il sera géant. Et c'est vrai que celui-là peut m'amener peut-être sur 2 années de travail parce qu'il y aura beaucoup de levage, soudage. Mais voilà, c'est pas la quête au plus grand. C'est que je le vois comme ça. Et puis, aussi, je peux me ramasser, hein. Ça ne veut pas dire qu'il y a une réussite au bout, mais en tout cas, j'ai envie de l'engager. Bon, avant d'attaquer ces travaux d'Hercule, je vais commencer par faire une maquette. Vous savez, les travaux d'Hercule, d'autres ont fait des tours Eiffel ou ont vendu ou ont offert des statues de la liberté. Donc, c'est... Alors, si vous parlez de Bartholdi ou de Monsieur Eiffel, il y avait quand même une sacrée équipe autour. Oui, alors, moi, je travaille en solo. Et oui, c'est une contrainte de plus. Voilà. Donc, pourquoi pas, ça peut me donner une idée de travailler en groupe. Pourquoi pas, sur une. Ça serait encore une nouvelle expérience, voilà. Ouais. C'est peut-être, m'avait peut-être soufflé une idée. Ou je voulais peut-être souffler. Mais bon, c'est vrai que... Mais bon, je pourrais en faire un de 100 mètres de haut. Je ne sais pas si... Voilà, j'en serais plus ravi. En tout cas, celui-là, je le vois bien. Il est dans mes cordes. Je le sens bien pour l'instant. D'accord. J'achète des éléments en vue de cette construction. Voilà, j'espère qu'elle verra le jour. Mais nous aussi, on l'espère. Et puis, oui, c'est puisque c'est un pied. Eh bien, écoutez, on sera à vos côtés pour suivre ce futur projet. Et puis, en tout cas, merci pour le temps que vous nous avez consacré. Je vous en prie. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Deuxième artiste, DJ de Garrigue. Jérôme Moquetto, vous êtes le seul artiste dans cette expo à être un ancien frigoriste. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous amène du métier du froid à travailler le métal et à devenir artiste alors que vous travaillez dans le froid depuis de nombreuses années, je crois? Alors, qu'est-ce qui m'amène? C'est l'art en lui-même à la base, car au fond de moi, je me sens artiste. Après, le métier de frigoriste est un métier que j'adore, que je ne le quitte pas par rapport à ce métier-là, mais parce que c'est un choix personnel, parce que voilà, on n'a qu'une vie, et moi, je suis plus attiré par l'art que le froid. J'avouerai toujours un petit peu, mais bon, voilà. Je fais un peu le parcours inverse de certains des autres artistes qui, eux, ont fait une formation de métallier, puis après sont devenus artistes. Moi, je suis devenu artiste et je vais m'orienter vers un métier plus de métallier pour que mon gagne-pain, entre guillemets, ait un rapport avec mon art. C'est une démarche différente, mais bon, à la base, on cherche tous la même chose, quoi.
Cette araignée est posée sur une grille de protection de ventilateurs condenseurs. C'est les gros ventilateurs que vous voyez sur les toits des supermarchés, par exemple. Et voilà, je trouvais que ça faisait une superbe toile d'araignée. Et j'ai mis une araignée dessus. Et c'est pas une araignée d'ailleurs, parce qu'une araignée, ça a toujours 8 pattes, mais je l'ai appris après. Donc c'est un internaute. Alors le Pink Floyd, à la base, déjà il faut que j'explique, je me lève pas le matin en me disant je vais faire un Pink Floyd, qui veut dire flamant rose en anglais. En fait, c'est plutôt les pièces métalliques que je prends qui vont m'inspirer, quoi. Donc ce jour-là, j'ai pris ça en premier, je dis oh, on dirait un corps d'oiseau, je suis parti, et j'ai trouvé le coup, et ainsi de suite. Et c'est à la fin que je me dis qu'est-ce que ça évoque comme oiseau, quoi. Ça aurait pu être un moineau, mais vous voyez, ça ressemble pas à un moineau. Ça ressemble plutôt à un flamant rose ou à un héron. Et voilà, c'est ma démarche en fait. Je ne prévois pas à l'avance, je vais faire un dragon. C'est vraiment en piochant dans mon stock de matières premières, qui est du métal de récup, que l'inspiration vient, quoi. Enfin, 90% du temps, c'est comme ça que ça se passe. Des fois, je visionne avant, mais c'est plutôt rare. Ma façon est plutôt celle-ci. Tu as un atelier, comment tu fais alors finalement? Alors, au début, je sculptais uniquement à l'extérieur, mais la contrainte c'était en hiver, je ne pouvais plus créer, quoi, parce que bon, il fait un peu froid à l'extérieur. Du coup, je me suis aménagé un petit atelier, mais bon, il est ce qu'il est, mais ça me permet l'hiver de continuer à créer. Et alors comment on peut le visiter, ou alors tu exposes? Comment tu fais pour finalement présenter tes œuvres au public? J'expose énormément, on va dire. Ça fait 3 ans qu'il n'y a pas un mois où je n'expose pas. Alors ça va c'est très hétéroclite, hein. J'expose dans des concerts, dans des restaurants, dans des galeries, à l'AFPA par exemple, de partout où j'ai l'occasion. Parce que voilà. Est-ce que tu es connu à l'étranger? Est-ce que tu vas sur des forums ou des choses comme ça à l'étranger? J'ai quelques personnes qui me connaissent au Canada, parce que j'ai des amis qui m'ont fait un petit peu découvrir là-bas, mais je n'ai pas encore été physiquement à l'étranger, quoi. Bon, il y a des choses à faire, alors peut-être apprendre avec des galeries d'art ou des contacts à prendre pour finalement divulguer maintenant et vraiment montrer au grand public finalement tes œuvres. Tout à fait, c'est ce que j'essaie de faire en me produisant à droite à gauche. Ça me permet de rencontrer des personnes et petit à petit mon réseau s'agrandit, s'étoffe et voilà, on avance petit à petit. Bon, bah écoute, et ça fait combien de temps maintenant que tu vis de tes œuvres, c'est ça? Non, ça, on va dire, ça arrondit un petit peu les fins de mois, quoi. Ouais, je comprends. Mais bon, moi je le fais pas pour l'argent, à la base c'est même plus qu'une passion, c'est vital pour moi, c'est un besoin, quoi. Je trouve pas les mots pour décrire ça, mais c'est un besoin en fait. Et voilà, moi si j'expose tout ça, c'est aussi pour partager mon art, le faire connaître, me faire connaître aussi par la même occasion, mais c'est surtout l'idée première, c'est le partage. Je pense que l'art doit être partagé. Bon, merci beaucoup et puis bonne continuation. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Donc la nuit, l'oiseau dort. Voilà. Bonne nuit. Formidable. Magnifique. Sophie Robert, des lettres classiques au métal, bravo. Alors, sachant que Sophie, de temps en temps, vient nous donner un petit coup de main aussi, ponctuellement de formatrice. Un double titre, voilà. Alors moi, contrairement aux autres sculpteurs, je me présente d'abord comme artisan. Voilà, ça c'est la première différence. Ensuite, je suis la plus jeune, la moins expérimentée. J'ai mes maîtres et voilà. Et puis autrement, donc j'essaye de faire un petit peu de sculpture, mais il faut que je vive. Donc j'ai monté mon petit atelier et je fais de l'artisanat, je fais du mobilier sur mesure, des enseignes, enfin de quoi vivre, des barrières, voilà. Je suis installée à Tournon, sur Rhône. Je suis chaudronnière et je revendique le mot de chaudronnière. J'aime bien, d'abord je le trouve joli. Et ensuite, j'ai fait vraiment une formation en chaudronnerie. Alors la différence, en gros, avec la métallerie, c'est qu'on travaille en 3D. C'est-à-dire qu'on apprend à partir d'une feuille de métal et à faire des constructions et des patrons comme en couture, en fait. Mais avec le métal, c'est plus compliqué.
Qu'est-ce que j'aime le plus dans mon métier? Eh ben, la création, je suis libre. Je me lève le matin, j'arrive dans un lieu où je fais tout ce que je veux, toute seule, avec des projets magnifiques. Parfois, c'est un peu laborieux, mais chaque fois, il faut que je trouve des solutions pour arriver à bout de mon projet. Alors, l'araignée. Alors, j'ai essayé, en fait, dans cette expo, de présenter un petit peu de mon mobilier pour montrer que j'étais artisan, et en même temps, je m'amuse un peu. Alors j'ai fait des lampes parce que j'ai travaillé pour un magasin de luminaires. Donc le principe, c'est une lampe, une poulie, et puis on peut mettre un abat-jour ordinaire et on peut régler la hauteur. Et puis là, je m'amuse un petit peu et je fais des abat-jours un peu plus artistiques et créatifs. Voilà. Mais à la base, ça c'est mon métier artisan et l'araignée, c'est mon métier, c'est plus le côté sculpteur. Alors, les sièges, ça c'est de la reconversion d'exercices terribles que j'ai fait ici. Quand je suis arrivée, on m'a expliqué qu'il fallait que je voie les choses en 3D, que je les vois dans l'espace. Et mon formateur m'a dit, ben voilà, là tu as un plan, essaye d'imaginer le carter support dans l'espace. Mais je ne savais pas ce que c'était qu'un carter support, donc c'était difficile. Ben c'est ça. Et vous avez les exercices là, dans les différentes... Et puis moi, je les ai transformés. Ça, c'est le mien que j'ai fabriqué avec mes petites mains. Et je les ai transformés en sièges. Donc, c'est aussi un clin d'œil avec ma formation ici à l'AFPA. J'ai déposé le brevet, hein, c'est bon. Ne me piquez pas l'idée. Mais c'est un petit clin d'œil avec mon séjour, mon apprentissage ici. Tout est en acier ici. J'ai travaillé un petit peu l'inox, mais en fait, j'aime pas tellement. J'aime l'acier parce que je trouve qu'autrement, ça manque de vie. Pour moi, l'inox. Alors peut-être que je vais me mettre à l'alu parce qu'en vieillissant, l'acier est très lourd. Sophie, si on devait faire un parallèle entre ce que vous faites et la littérature, est-ce que vous qui êtes une ancienne prof, qui avait forcément une érudition au niveau de la culturelle, est-ce que vous pourriez nous parler du parallèle entre des artistes littéraires et ce que vous faites? Volontiers. D'abord, je me suis beaucoup inspirée et mon travail pour le métal est conditionné par grand écrivain Simone Weil, celle du début du siècle, oui. Grande philosophe, élève d'Alain, qui a eu un engagement social très important. Oui. Elle est allée travailler, elle venait d'un milieu très privilégié, elle est allée travailler chez Renault, oui, à l'usine, pour rencontrer l'humain, c'était sa démarche. Oui. Ensuite, elle est partie en 1936 sur le front espagnol soutenir les anarchistes, puis après elle a fait de la résistance, et elle est morte en 1943 de la tuberculose à Londres, où elle était allée rejoindre De Gaulle. Et cette femme a écrit de très beaux livres, d'abord sur sa foi, parce qu'elle est passée du judaïsme au christianisme. Oui. Et elle a écrit un livre, moi, qui m'a beaucoup inspiré, qui s'appelle Grâce et pesanteur. D'accord. Et je trouve que ça illustre bien mon travail par rapport sur le métal justement, qui est lourd, pesant, a priori très hostile. Je trouve que ces deux mots, elle dit, il existe deux actions dans le monde, la grâce et la pesanteur. Et moi, je le ressens très fort dans mon travail sur le métal. C'est quelque chose qui vous fait vibrer et qui vous parle. Qui me parle, et c'est d'ailleurs les deux premières œuvres que j'ai faites, s'appelle Grâce et pesanteur, en hommage à Simone Weil. D'accord, ça a été à l'origine. C'était à l'origine. J'ai pensé à elle en faisant ça parce que je suis imprégnée de sa littérature. Formidable. Par rapport aux évolutions qu'il y a eu après, est-ce qu'il y a d'autres œuvres littéraires qui ont pu aussi vous faire bifurquer, vous apporter notre éclairage peut-être? Moi, je suis très imprégnée aussi des textes anciens, puisque j'ai fait le latin, le grec, des textes bibliques aussi, beaucoup travaillé là-dessus. Donc, nécessairement, j'ai plusieurs œuvres. Il y en a une qui s'appelle Le Patriarche. En fait, c'est Abraham, c'est le patriarche Abraham dans l'Ancien Testament. Le Colosse, au pied d'argile, c'est aussi une figure d'une histoire de l'Ancien Testament. Oui. Tête en or, corps en argent, airain, et puis ferraille et argile. C'est un rêve prophétique.
où on voit justement l'Empire babylonien, l'Empire perse, l'Empire grec, l'Empire romain, et finalement l'argile pour montrer que tous ces empires sont instables et qui parlent du monde d'aujourd'hui pour moi aussi. Oui. Voilà, donc inconsciemment, eh bien, je suis imprégnée de toute cette littérature. Moi, quand vous me parlez des colosses au pied d'argile, avec ce qu'on voit aujourd'hui en politique, ça me parle. Hein. Oui, voilà. Donc c'est puis, pour ça, c'est pas anodin non plus. Donc je parle compris. du monde avec mes histoires à moi, mon univers à moi. Voilà. C'est magnifique. Merci beaucoup. Et puis, Léon Fortier. Bravo. Je vais citer les formateurs chez nous à l'Institut. À l'AFPA, je me suis formé à un métier, à des techniques qui m'ont permis par la suite de pouvoir me lancer dans une aventure artistique, c'est-à-dire dans la fabrication de sculptures. Le cheminement est assez long avant d'arriver à faire de la sculpture. Il faut d'abord s'avouer sculpteur, comprendre un peu l'environnement professionnel, comment il se pose, ce que c'est qu'une sculpture. C'est plus compliqué que ça. Mais il faut d'abord se libérer des contraintes techniques du métier. Sinon, c'est un peu mal. Bien que ce n'est pas incompatible. Il y a beaucoup d'artistes qui se lancent sans aucun savoir-faire. Mais ça, c'est autre chose. La couleur sur le métal. C'est de la peinture, tout bêtement. Je n'ai pas appris à peindre, mais bon, c'est pas grave, il suffit de se lancer. Et je m'appuie sur des façons de faire et j'essaie de m'y tenir. Et c'est comme ça qu'on crée un style particulier. Ça fait partie d'un style, cette façon de faire un profil et d'évoquer un personnage par le profil. Et par là même de révéler un vide, un espace vide. Ouais, je suis plutôt dans la suggestion, dans l'évocation et de travailler autour d'un espace vide. Et ce qui m'intéresse, c'est de faire des lignes graphiques et habiller un vide. Ouais. Je pense, à mon goût, ça donne c'est pas à moi de juger, mais ça donne de la force et de donner une illusion de présence. C'est ce que je recherche. On a vu dans tes œuvres sur les femmes une façon de faire avec la bouche, où on a l'impression que finalement elles sont comme muselées. Parle-nous un petit peu de cette expression. C'est ton regard, ça, muselé. Lorsque je travaille, j'essaie justement de contrôler le moins de paramètres possibles. Oui. Et ça, je le veux, de ne pas être dans un contrôle. Mais par contre, cette façon de faire, cette bouche, ce profil, que je réitère à chaque sculpture, pratiquement, participe pleinement à la définition d'un style, du mien en tout cas. D'accord. Et on voit sur la plupart des sculptures, finalement, une suggestion. Tu suggères les choses. Oui, tout à fait. Puisque finalement, on voit des contours et les formes sont finalement suggérées. Parle-nous un petit peu de cette marque de fabrique, de ta façon de faire, peut-être, je ne sais pas. Je pense que ça donne, en tout cas dans ma recherche esthétique, artistique, plus de force, plus de présence dans le personnage que j'essaie de créer. Enfin, créer, j'aime pas le terme, mais de donner plus d'illusion. On est beaucoup plus fort de donner de l'illusion à une présence. Voilà, c'est peut-être pas le bon terme, mais bon, c'est un peu l'idée. Merci beaucoup. Merci. Donc je suis Alain Sitz, formateur en métallerie à la FAD Valence depuis 3 ans. D'accord. Est-ce que ton art, finalement, est-ce que tu préfères faire un art plutôt figuratif ou bien est-ce que tu es dans l'abstraction? Je suis dans l'abstraction. Le figuratif ne me ressemble pas, je suis dans l'abstraction. J'aime bien que les gens s'interrogent quand ils voient une œuvre. Et en fait, c'est eux qui choisissent un petit peu ce qu'ils ont envie de voir ou pas. Et j'aime bien que ça se passe comme ça. J'aime bien leur regard et leur expression. Que quand c'est du figuratif, c'est pas pareil. On a déjà montré quelque chose et moi j'aime bien qu'ils cherchent quelque chose et qu'ils trouvent quelque chose à travers ça. Ouais. Ça fait penser un petit peu au dessin quand on plie et chez le thérapeute, chacun va pouvoir dire quelque chose. S'imaginer quelque chose. J'aime bien faire travailler l'imagination des gens. Faire travailler l'imagination des gens, pour moi, c'est important. Et faire travailler la mienne aussi. En même temps. Et oui.
tes œuvres, où est-ce qu'on peut les voir, Alors, il m'arrive d'exposer Oui. de temps en temps, donc on peut me trouver sur le Dauphiné ou ailleurs. Il m'arrive Alors, je suis coutelier aussi, alors je fais des salons. D'accord, on peut te retrouver aussi sur des salons Sur de les salons de coutellerie. couture, exactement. D'accord, bon, ben, c'est bon à savoir. Merci beaucoup. Alors déjà, sur la table du fond, tout ce qui est sur la table du fond, ce sont des œuvres stagiaires. Enfin, ce sont des petits travaux que les stagiaires ont fait récemment. Ce sont des travaux que les stagiaires ont fait récemment la semaine dernière, y compris celle qui est accrochée là. Et vous verrez aussi certaines œuvres d'Éric Martic, et les miennes qui sont aussi au milieu de tout ça, quoi. Les travaux sont différents, donc vous ne pouvez pas vous tromper. On ne travaille pas du tout de la même façon. Donc. Et les stagiaires, comment ils ont réagi il y a une semaine, ils n'en savaient rien, 15 jours, ils n'en savaient rien. Au début de la semaine dernière, c'était extrêmement compliqué d'essayer de leur faire comprendre ça, même ne serait-ce qu'un petit croquis. C'était très, très dur. Et donc j'ai impulsé quelque chose, ça veut dire j'ai fait, j'ai commencé à faire et ça les a un peu motivés. Donc ils sont partis plus facilement. Mais ils ont réussi à faire des choses après, quoi. Mais il a fallu impulser l'énergie, sinon ça marchait pas, quoi. Mais comme quoi, on a tous quelque chose en nous qui fait qu'il y a un moment où ça démarre, quoi. Mais il faut vraiment impulser ça fort, quoi. Ce sont des personnes qui découvrent le métier à ce moment-là. Non, ça fait déjà 2 mois qu'ils sont là. Ce sont des gens qui sont motivés par la formation. Non, 4 mois. 4 mois bientôt. Non, 4 mois. Et t'en as qui sont entrés il y a 15 jours. Et il y en a qui sont entrés il y a 2 semaines. Ouais. Donc il y a des gens qui ont fait des choses, qui sont entrés il y a peu, qui ont fait des choses, et des gens qui étaient là il y a 4 mois, qui ont fait aussi des choses, quoi. Mais attention, la voie artistique, c'est autre chose, c'est encore autre chose. C'est avoir déjà la fibre en soi, quoi. Quelque chose qui fait qu'on va démarrer. Et c'est ça qui est compliqué, quoi. Déjà, la connaissance de l'art. Est-ce que c'est pas tout le monde qui a la connaissance de l'art ou de certains artistes. Moi, des fois, je leur parle d'un artiste, c'est qui, quoi. Mais Internet, c'est une mine d'or, quoi. Allez voir allez voir ce qu'ils font, allez voir ce qu'ils ont fait, allez voir comment ils travaillent. Et c'est peut-être à partir de ça que vous allez trouver quelque chose en vous, quoi. Donc après, il y a la lecture, il y a les musées. Allez visiter les musées. C'est pas cher un musée. Je sais pas. La dernière fois que tu avais un musée, c'était quand? Voilà. En fait, c'est très simple. La question, elle est là, quoi. Allez visiter des musées. Il y a des tas de communes qui font des efforts pour avoir des beaux musées, des belles œuvres, et les gens ne se déplacent pas. Je comprends pas ça. C'est aller voir des choses, quoi. C'est ça qui fait notre richesse, en fait. Notre richesse, elle est là. Elle est appuyée quelque part. Et forcément, on trouvera toujours quelque chose. Et même dans la nature, allez vous promener, regardez, observez. C'est celle d'abondance. Voilà. Tu es en grec ou en latin?